Une femme à la diction parfaite, au passé humanitaire irréprochable et au badge VIP lui ouvrant les zones les plus sensibles du Burkina Faso, arrêtée, en pleine lumière, par le président Ibrahim Traoré en personne. Ce n'est pourtant pas l'arrestation qui choque, c'est ce qu'elle lui murmure à l'oreille. Et surtout, sa réaction. Claire Marot n'était pas une simple travailleuse humanitaire. Dès son arrivée à Ouagadougou, elle semblait chez elle. Son badge portait le sceau d'une ONG parisienne spécialisée dans le post-conflit. En quelques jours, elle était dans les hôpitaux de campagne, distribuait des médicaments, s'exprimait en mouré avec une aisance telle que même les anciens s'interrompaient, stupéfaits. Elle inspirait confiance, trop de confiance. Accès total aux zones militaires interdites, accueil chaleureux des femmes de soldats, confidence d'officiers blessés, même le président entendait parler d'elle. Mais personne ne savait vraiment d'où elle venait. Son dossier mentionnait Lyon, mais les registres consulaires ne confirmaient rien. Quand les renseignements burkinabés creusèrent, ce qu'ils découvrirent n'était pas accablant. C'était un vide. Pas de traces, comme si son passé avait été effacé. Puis vinrent les coïncidences. Trop nombreuses, trop précises. Chaque fois qu'elle visitait un lieu, un incident militaire s'ensuivait. Camp rebelle détruit, position trahie, convoi attaqué. Toujours après son passage. Et toujours, elle s'en sortait indemne. Pas un tir, pas une égratignure. Un soir, une embuscade meurtrière frappe un convoi secret. 4 personnes connaissaient son itinéraire. Claire avait parlé à 2 d'entre elles le matin même. Sa couverture ne tenait plus. Les soupçons devinrent certitude quand on trouva, caché dans sa valise, un équipement de transmission militaire et un badge onusien falsifié. À cet instant précis, le président descendit lui-même du véhicule, traversa le tarmac sans escorte et s'approcha d'elle. Elle ne broncha pas, se contenta de murmurer quelques mots à son oreille. Ce n'est qu'après cela que son visage changea. Non pas par colère, mais par certitude. Car Claire Marot ne travaillait pas pour une ONG. Elle était l'arme invisible d'un réseau bien plus vaste. Et ce qu'elle savait menaçait non seulement la présence française au Sahel, mais aussi l'âme même de la présidence. Sous le prétexte d'un réajustement sécuritaire, plusieurs émissaires occidentaux quittèrent discrètement la région. Pas de déclarations officielles, pas de remous diplomatiques, juste des départs silencieux, dissimulés sous le vernis de la routine. Les agences d'aide humanitaire replièrent certaines bases. Les visages changèrent, les accents aussi. Et dans les couloirs feutrés de certaines ambassades, l'odeur de panique se mêlait à celle du formalisme. Mais sur le terrain, loin des capitales et des salons, autre chose naissait. Une idée, un murmure, un mouvement. Dans les rues de Bamako, dans les camps de réfugiés au Tchad, dans les universités de Niamey, de jeunes leaders, étudiants, soldats ou simples citoyens commencèrent à citer le discours de Traoré. Pas comme un slogan, mais comme une feuille de route, une manière nouvelle de concevoir la souveraineté. Les échanges d'intelligence changèrent. Certains pays africains cessèrent de transmettre automatiquement leurs données à leurs alliés. De nouvelles tables rondes se formaient, discrètes, souterraines. Des anciens ennemis partageaient des cartes, des fichiers, des informations classées. Le vieux jeu d'échecs n'avait plus les mêmes règles. Mais ce n'était pas sur les plateaux de télévision que le basculement était le plus visible. C'était dans les marchés de Ouagadougou, entre 2 étals de tomates, dans la bouche des vendeurs, dans les yeux des enfants. On ne parlait pas de géopolitique. On parlait des garçons de Djibo, de ces enfants devenus outils, formés à l'observation, sacrifiés à l'efficacité. On parlait aussi de Claire Marot, de cette femme ni ange ni démon, qui avait trahi son mandat, mais pas sa conscience. Une espionne qui avait choisi de témoigner plutôt que de fuir, et qui,
au matin suivant son apparition publique, s'était volatilisé. Pas de convoi, pas de passeport tamponné, juste un lit vide et un mot griffonné. La vérité n'est jamais une garantie de sécurité. Et puis, surtout, on parlait de Trowey, de cet homme qui n'avait pas fléchi, pas reculé, pas marchandé, qui avait décidé de tout montrer, sans filet, qui avait ouvert les archives, levé le voile et regardé le monde droit dans les yeux, non pas en héros, mais en homme libre. Dans les casernes militaires, des mots commencèrent à apparaître sur les murs. Des graffitis en lettres rugueuses, pas un pion. Sur les bancs d'école, les élèves griffonnaient « Ils ont utilisé notre silence. Maintenant, on parle ». Le peuple ne réclamait pas vengeance. Il réclamait la suite. Et dans les mosquées, les églises, les cercles de parole entre anciens, une question revenait sans cesse. Combien de vérités dorment encore sous la surface? Pas par peur, mais par nécessité. Car si une vérité pouvait sortir, alors d'autres le pouvaient aussi. Dans les coulisses diplomatiques, c'était l'effervescence. À Paris, à Bruxelles, à Genève, les conseillers se relayaient jour et nuit. On parlait de Trowey comme d'un acteur imprévisible. On évoquait des sanctions, des rappels d'ambassadeurs, des coupures d'aide. Mais ce qui inquiétait vraiment, ce n'était pas ce qu'il avait révélé. C'était ce qu'il n'avait pas encore dit. Pendant ce temps, à Ouagadougou, il n'y eut ni célébration, ni discours de victoire. Trowey ne fit pas de tournée médiatique. Il ne revendiqua rien. Il resta silencieux. Parce que pour lui, le combat n'était pas terminé. Il venait à peine de commencer. Dans les coulisses du pouvoir, on savait que ce moment allait redéfinir une génération entière. Plus aucun dirigeant africain ne pourrait prétendre ignorer les mécanismes d'exploitation moderne. Les drones, les contrats, les ONG infiltrées, tout avait été exposé, et plus rien ne serait comme avant. Les peuples comprirent que la souveraineté ne se mendiait pas, elle se construisait, par la transparence, par le courage, par le refus de l'humiliation. Et même si le prix à payer était lourd, il valait mieux tomber debout que vivre à genoux. Dans les universités africaines, le discours de Trowey fut analysé comme un texte fondateur. Des thèses furent lancées, des colloques organisés et un nouveau lexique politique naquit. Post-paternalisme, insubordination stratégique, révélation comme levier diplomatique. Claire Marot, elle, devint une légende. Pour certains, elle était une traîtresse. Pour d'autres, une martyre de la vérité. Pour beaucoup, elle était la preuve que le système pouvait se fissurer de l'intérieur. Une preuve que même les rouages peuvent craquer. Et pendant que le monde hurlait ses dénis, au Burkina Faso, le peuple murmurait un espoir. Une phrase passait de bouche à oreille. Cette fois, l'Afrique n'a pas réagi. Elle a agi. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer ces vérités que le monde préfère enterrer. Dites-nous en commentaire, et vous, à la place du président Trowey, qu'auriez-vous fait? Parce que votre voix compte, et qu'ensemble, nous pouvons faire résonner la vérité au-delà des frontières. Claire Marot n'a pas résisté à l'arrestation. Elle s'est laissée emmener, calme, les mains libres, comme si elle avait tout prévu. Enfermée dans une pièce nue, sous le palais présidentiel, elle n'a rien demandé. Ni avocat, ni faveur, elle attendait. Le président Trowey est entré seul. Il a posé un dossier sur la table. Photos de convois brûlés, villages détruits, communications interceptées, la preuve d'une trahison. Claire n'a pas nié. Elle a juste tendu une enveloppe. À l'intérieur, des clichés d'une réunion secrète entre un cadre pétrolier français, un chef rebelle sahélien et un soldat européen. « Vous n'étiez pas la cible », dit-elle. « Vous étiez l'appât. » Le président comprit alors, elle ne travaillait pas seulement pour une puissance étrangère. Elle tentait
de dévoiler un système. Des documents classifiés révélèrent que des entreprises françaises finançaient le chaos pour signer des contrats miniers inéquitables. Les rebelles étaient des pions. L'aide militaire, un piège. Clar n'était pas une ennemie. Elle était un témoin. Mais à qui servait-elle vraiment? Troé rassembla ses hommes de confiance. Pas de ministres, que des soldats. 3 options. Tout révéler au monde, tout enterrer ou utiliser l'information pour renverser le rapport de force. Il choisit une 4e voie. La vérité comme arme. Clar mena le président à un bunker près de Djibo. À l'intérieur, des enfants espions, des technologies de surveillance estampillées humanitaires et 2 Européens menottés. Troé comprit, le système exploitait les plus vulnérables pendant que l'Occident prêchait la paix. Le lendemain, à 8 heures, il prit la parole. Pas de drapeau, pas d'orchestre. Juste lui, un dossier et la vérité. Il exposa les preuves. Contrat, courriel, photos. Puis il introduisit Clar, non pas comme une traîtresse, mais comme une lanceuse d'alerte. Elle avoua tout, l'espionnage, l'infiltration, mais aussi sa décision de tout révéler dès qu'elle avait vu des enfants sacrifiés pour le pouvoir. Le monde réagit. La France démentit. L'Union européenne exigea des explications. Des manifestations éclatèrent. Mais en Afrique, une onde de choc parcourut les capitales. Pour la première fois, un chef d'État avait défié l'ordre établi sans armes, sans compromis, mais avec courage. Le lendemain, Claire disparut. Aucune trace, juste un mot laissé sur son lit. La vérité n'est jamais sans danger. Quand on demanda au président ce qu'il pensait de son départ, il répondit simplement « Elle nous a donné la clé, c'est tout ce qui compte ».